Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump en rajoute mercredi. Un dictateur sans élection, Zelensky ferait mieux d'agir vite, sinon il ne lui restera plus de pays, écrit le président américain. Le chef de la Maison-Blanche a remis en question mardi la légitimité du président ukrainien et critiqué l'absence d'élection depuis le début de la guerre contre la Russie. Surtout, il a accusé l'Ukraine d'en être à l'origine. Je suis très déçu. J'entends qu'ils sont fâchés de ne pas avoir de siège à la table des négociations, alors qu'ils ont eu un siège pendant 3 ans et bien avant cela. Cela aurait pu se négocier très facilement. Un négociateur débutant aurait pu régler ça il y a des années. Ça fait 3 ans que vous êtes là. Vous auriez dû y mettre fin il y a 3 ans. Vous auriez pu conclure un accord. On a une situation où il n'y a pas eu d'élection en Ukraine, où la loi martiale s'applique en Ukraine et où je déteste le dire, mais les leaders ne sont soutenus que par 4% de la population. La réplique n'aura pas tardé. Le président Trump, pour qui nous avons un grand respect, vit malheureusement dans un espace de désinformation. Dit le président ukrainien. Le Kremlin, lui, félicite Donald Trump pour avoir été le premier dirigeant occidental à affirmer que la volonté du gouvernement ukrainien d'intégrer l'OTAN était l'une des causes profondes de l'invasion. La présence de l'organisation fait partie des questions soulevées en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, une rencontre au parfum de guerre froide pour reconnecter diplomatiquement les États-Unis et la Russie, Marco Rubio et Sergueï Lavrov représentent les deux pays. Suivons les résultats des discussions entre la Russie et les États-Unis. Sergueï Lavrov révèle les résultats des négociations secrètes. Tout d'abord, nous souhaitons exprimer notre gratitude aux autorités saoudiennes pour avoir permis cette rencontre entre représentants russes et américains. Nous avons personnellement adressé nos remerciements au prince héritier du royaume, Mohammed Ben Salman, lors d'une audience où nous étions présents avec Yuri Ushakov. Pendant près d'1 heure, nous avons évoqué nos relations bilatérales ainsi que l'importance, sinon d'un accord total qui est impossible. Du moins de la volonté des grandes puissances de maintenir en toutes circonstances un dialogue professionnel et constructif. Il s'agit de savoir s'écouter, tirer des leçons des événements et éviter les conflits et crises inutiles. Cette position du prince héritier a d'ailleurs été reprise au cours de nos discussions avec la délégation américaine. Dès le début de notre entretien, Marco Rubio a souligné l'importance pour chaque pays de défendre ses intérêts nationaux dans les relations internationales. Nous avons pleinement souscrit à cette idée. En reconnaissant toutefois que ces intérêts nationaux ne coïncideront pas toujours. Dans de telles situations, il est crucial de gérer ces divergences, de ne pas les laisser s'envenimer, et surtout d'éviter toute escalade vers une confrontation militaire ou d'un autre ordre. En revanche, lorsque nos intérêts convergent, il est essentiel de tout mettre en œuvre pour unir nos efforts et concrétiser des projets mutuellement bénéfiques, tant sur le plan géopolitique ainsi, je considère que notre échange a été très utile. Nous ne nous sommes pas simplement écoutés. Nous nous sommes véritablement entendus. J'ai de bonnes raisons de croire que la partie américaine comprend désormais mieux notre position, que nous avons, une fois de plus, expliqué en détail en nous appuyant sur les nombreuses déclarations du président Poutine. Les accords que nous avons conclus concernent en priorité les mesures les plus urgentes et, à vrai dire, les moins complexes à mettre en place. La première d'entre elles consiste à accélérer la nomination des ambassadeurs de Russie aux États-Unis et des États-Unis en Russie. Deuxièmement, nous devons lever les entraves qui, depuis de nombreuses années et en particulier sous l'administration Biden ces 4 dernières années, compliquent considérablement le travail de nos missions diplomatiques. Cela inclut les expulsions répétées de diplomates auxquelles nous avons dû répondre en retour, ainsi que la confiscation de nos biens immobiliers et bien d'autres restrictions. Enfin, un autre point qui les concerne les transactions bancaires qui font l'objet de limitations que nous avons naturellement été contraints de réciproquer. Nous avons convenu que nos adjoints se réuniront prochainement pour examiner la nécessité d'éliminer ces barrières artificielles entravant le bon fonctionnement des ambassades et autres institutions diplomatiques, aussi bien en Russie qu'aux États-Unis. L'objectif n'est pas de traiter ces entraves de manière ponctuelle, mais d'adopter une approche systémique pour y mettre définitivement un terme et rétablir des relations normales au quotidien. Deuxième accord. Nous avons convenu qu'un processus de règlement de la crise ukrainienne sera mis en place dans un avenir proche. La partie américaine annoncera qui représentera Washington dans ce cadre. Dès que nous connaîtrons le nom et la fonction du représentant en question, nous désignerons à notre tour notre participant à ce processus, comme l'a indiqué le président Poutine au président Trump. Troisièmement, dans une approche plus large et conceptuelle, nous travaillerons à créer des conditions favorables à la reprise et à l'élargissement de notre coopération dans divers domaines, parallèlement aux avancées du processus de règlement de la crise ukrainienne. Nous partageons un vif intérêt pour la reprise des consultations sur les problématiques géopolitiques, y compris les conflits affectant différentes régions du monde où la Russie et les États-Unis ont des intérêts.
De même, il existe une volonté commune de lever les obstacles artificiels entravant le développement d'une coopération économique mutuellement bénéfique. Lors de notre discussion sur les aspects économiques, Kirill Dmitriev, directeur du Fonds russe d'investissement direct, était présent. Il a exposé plusieurs problèmes susceptibles d'être résolus rapidement et de manière avantageuse, tant pour la Russie que pour les États-Unis. Question des médias, diverses analyses émergent à l'issue de cette rencontre, la plupart d'entre elles étant positives, y compris du côté américain. Pourriez-vous préciser sur quel axe les positions des États-Unis et de la Russie se sont le plus rapprochées? Les relations bilatérales ou la question ukrainienne? Une base a-t-elle été posée en vue d'une rencontre entre les présidents russes et américains? Et quelles seront les prochaines étapes? Y a-t-il des réunions prévues à court terme? Par ailleurs, le secrétaire d'État américain a déclaré que tous les participants aux discussions sur la question ukrainienne devront faire des concessions. Savez-vous déjà lesquelles? De plus, en matière de dialogue international et de relations économiques, un engagement mutuel a été exprimé pour rechercher des solutions concrètes. S'agissant du dossier ukrainien, comme mentionné précédemment, nous avons convenu que les Américains désigneront leurs représentants, auxquels nous répondrons en nommant le nôtre. Une fois cela fait, des consultations régulières débuteront. Notre rencontre a eu lieu sur décision des présidents qui ont convenu de travailler à l'organisation d'un futur sommet. À cette fin, les ministres des Affaires étrangères et les conseillers à la sécurité nationale ont reçu pour mission de se réunir afin d'examiner les questions à préparer avant que les présidents puissent discuter concrètement de la date et des modalités du sommet. Dès la fin de votre rencontre, de nombreuses informations ont circulé, évoquant, en s'appuyant sur des sources prétendument proches du processus diplomatique, un supposé plan en 3 étapes sur lequel la Russie et les États-Unis se seraient entendus concernant l'Ukraine. Cette information est-elle fondée? Les États-Unis ont envoyé un questionnaire intéressant à l'Union européenne, demandant ce que l'Europe pourrait proposer en matière de garantie de sécurité pour l'Ukraine. L'un des points abordés concernait le déploiement d'un contingent militaire sur le territoire ukrainien. Quelle est la position de Moscou à ce sujet? Concernant la première question sur l'existence d'un plan en 3 points, je n'ai pas vu cette information ni ces déclarations. Toutefois, en parcourant l'actualité aujourd'hui, j'ai remarqué une référence aux propos du ministre polonais des Affaires étrangères. Sikorski, qui, en marge de la conférence de Munich, a affirmé avoir discuté avec le représentant américain Keith Kellogg. Ce dernier l'aurait informé de l'existence d'un plan de règlement. Il n'a pas précisé s'il comportait 3 ou 4 points, mais Sikorski a déclaré qu'il ne pouvait en révéler les détails, tout en qualifiant ce plan d'atypique mais potentiellement intéressant. J'ai posé la question aujourd'hui à Marco Rubio et Michael Waltz pour en savoir plus. Ils m'ont répondu que c'était une fausse information. Il est vrai que les Américains ont adressé à l'Union européenne une série de questions pour mieux comprendre ce que les eux envisagent de faire et comment les États-Unis pourraient y contribuer ou y être associés. J'ai évoqué ce sujet au cours de nos discussions. En particulier, la question d'un éventuel déploiement de forces militaires ou de missions de maintien de la paix après un éventuel règlement du conflit y était mentionnée. Les Américains cherchent à savoir quels pays européens seraient prêts à fournir des contingents. Il est clair que cette question s'adresse aux membres de l'Union européenne. Nous avons expliqué à nos interlocuteurs d'aujourd'hui que nous avons bien noté les déclarations du président Trump, qui a été le premier parmi les dirigeants occidentaux à affirmer clairement que l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN est l'une des principales causes du conflit actuel. Il a également qualifié cela de « grave erreur » de la part de Biden et de son administration, ajoutant que s'il avait été président, il ne l'aurait pas permis. Dans ce contexte, nous avons rappelé que le président Poutine a souligné à de nombreuses reprises que l'élargissement de l'OTAN et l'absorption de l'Ukraine par l'Alliance Atlantique constituent une menace directe pour les intérêts et la souveraineté de la Russie. Ainsi, l'apparition de troupes des pays de l'OTAN sous un autre drapeau, qu'il s'agisse du drapeau de l'Union européenne ou de drapeaux nationaux, ne change rien sur le fond. Cela reste inacceptable pour nous. Quant à cette nouvelle provocation visant l'infrastructure énergétique du Kazakhstan, on peut évoquer de nombreuses raisons ou tenter de deviner qui, à Kiev, a donné un tel ordre. Mais une chose est sûre, cela ne peut plus durer ainsi. Il est impératif de remettre ce dirigeant et son entourage à leur place et de les empêcher d'aller plus loin. D'ailleurs, nos collègues américains ont suggéré aujourd'hui l'idée d'un moratoire sur les attaques visant les infrastructures énergétiques. Nous leur avons expliqué que nous n'avons jamais mis en danger les réseaux d'approvisionnement en électricité destinés à la population civile. Nos cibles ont toujours été des infrastructures servant directement les forces armées ukrainiennes. Nous avons également rappelé que lors des discussions sur une éventuelle relance de l'accord céréalier de la mer Noire, les médiateurs turcs avaient déjà évoqué l'idée d'une protection des infrastructures énergétiques. Nous avons exprimé notre disposition à discuter des modalités, mais ensuite Zelensky lui-même a renoncé à cette possibilité. Deuxième question.
Cela a-t-il un lien avec leurs déclarations selon lesquelles ils revendiqueraient certains territoires ukrainiens? Je ne sais pas, mais de telles discussions ont lieu, et des hommes politiques en Roumanie ont récemment évoqué cette question. Je ne vais pas spéculer là-dessus. Zelensky a déclaré hier encore qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats des négociations entre les États-Unis et la Russie. Selon vous, quelle est l'importance de la participation de Zelensky aux discussions pour parvenir à la paix? Peut-il espérer y prendre part? Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails, car ce sujet a été largement couvert par le président Poutine dans son récent entretien avec Pavel Zarubin. Je n'ai rien à ajouter. Il est de plus en plus évident que certaines forces tentent d'entraver sérieusement le rétablissement des relations entre la Russie et les États-Unis. Que doit faire la Russie pour empêcher ces tentatives de perturbation et protéger ce processus? Et après 4 heures et demie de discussion en tête-à-tête avec les Américains, pensez-vous que leur volonté de restaurer les relations avec la Russie est ferme? Pour éviter que le processus de rétablissement des relations entre la Russie et les États-Unis ne soit entravé, il faut tout simplement les rétablir. C'est précisément ce que nous avons fait aujourd'hui. Et je peux dire franchement que ce n'était pas sans succès. Nous n'avons pas encore tout abordé et certaines divergences subsistent, mais l'approche conceptuelle du travail à venir avait déjà été définie par les présidents lors de leur conversation téléphonique. Nous avons perçu une détermination totale et une volonté concrète de nos collègues américains à aller de l'avant, conformément aux instructions des présidents, de manière active. Nous poursuivrons également ces efforts.